Arnaud Sandrin, qui est le responsable donc, de la BNDMR, et à ce titre, on peut dire que sous sa responsabilité, très sincèrement, Arnaud, Bamara a pris une dimension qui est, je pense, tout à fait intéressante. Et donc, pour introduire votre présentation, Arnaud, parce que j'ai quelques slides. Vous m'en voudrez pas, ça va être très court. Mais c'est simplement parce que c'est vrai que quand on parle de Bamara, un certain nombre de collègues se disent, oui, d'accord, c'est très bien, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, Bamara, mais qu'est-ce qu'on en retire, nous? Qu'est-ce qu'on en retire, nous? Quel est l'intérêt pour nous, même très, très pratico-pratique? Bon, on se doute bien qu'en termes d'épidémiologie, c'est important, mais est-ce que ça va nous aider à faire de la recherche? Est-ce que ça va nous aider à mieux prendre en charge nos patients? Est-ce que ça peut... Voilà, donc il y a différentes questions. Donc je vais essayer d'apporter, de mon point de vue, quelques réponses, mais vous les compléterez bien sûr. Donc, pour vous dire qu'il y a des choses nouvelles qui se mettent en place, donc c'est-à-dire qu'on a eu, au nom de la filière, une réunion récemment avec différentes personnes qui sont tout à fait importantes au niveau de la BNDMR à propos des rapports, et en particulier ce que la BNDMR peut apporter à la filière, mais également à chaque centre sur ce qui se passe. Et donc, dans le cadre de cette réunion, on a pu voir que on a des éléments qui sont, je vais agrandir un peu pour moi, qui peuvent donner des éléments intéressants sur la filière orchide. Donc 33 000 patients, ça c'était il y a à peu près un an, donc il y en a certainement plus aujourd'hui. Et ça nous donne une idée, donc je vais pas les détailler bien sûr, hein, mais des différentes pathologies, et on voit que des choses dans lesquelles on s'attendait, mais il y a quand même des effectifs importants pour un certain nombre de pathologies. Et donc, ici, vous avez un nombre de patients par centre. Alors, c'est une diapositive un peu difficile à lire, mais qui montre que les centres de référence, qui sont tout en haut, hein, pour la très grande majorité d'entre eux, remplissent bien Bamara, mais que c'est beaucoup plus difficile pour les centres de compétences. Encore une fois, ce sont des données à novembre 2020, et on espère bien que ce qui a été mis en place, qui se met en place et qui continue à se mettre en place par la filière, va aider, comme le disait tout à l'heure Anne-Sophie, à ce que les centres de compétences puissent implémenter Bamara et avoir des éléments eux aussi tout à fait intéressants pour le suivi de leurs patients. Et donc, c'est dans ce cadre que la filière a mis en place. Ici, vous avez les différents réseaux qui sont mis en place et en cours de mise en place. C'est-à-dire qu'avec les financements qui ont été obtenus à travers certaines missions spécifiques du PNMR3, et en particulier, encore une fois, quelque chose de nouveau, c'est-à-dire l'aide que la filière a pu apporter et peut apporter aux centres de compétences. Donc, vous avez envers les centres de référence et qui n'ont pas besoin d'être aidés parce qu'ils ont des moyens. Mais par contre, donc, Jennifer Radenac a pu, avec bien sûr l'aide de tout un tas de chargés de mission sur le territoire, développer, et on compte bien, on espère bien, pardon, que ça puisse aider les centres de compétences, en particulier dans la perspective de la réhabilitation. Donc, il y a encore quelques petits territoires qui sont en cours de déploiement, mais on est tout à fait confiant sur le fait que cette aide puisse couvrir maintenant pratiquement les trois quarts ou les quatre cinquièmes du territoire. Et je voudrais insister sur l'importance aussi, je ne vous ai pas montré la diapositive, je ne suis pas insisté sur la diapositive précédente, mais le centre de compétences de La Réunion a un nombre de patients tout à fait important et qui sont maintenant renseignés dans Bamara, et c'est vraiment indispensable, je pense, pour les filières et pour la DGOS d'avoir cette vision sur ce qui se passe dans les territoires et départements d'outre-mer. C'est vraiment quelque chose de fondamental. On a un trou, je dois le dire, mais de visibilité sur Antilles-Guyane, c'est plus compliqué, et j'espère qu'on pourra avancer là aussi. Euh, bon, là, je vais avancer. En fait, les diapositives sont pas très lisibles, hein, mais c'était simplement pour vous dire, pour vous montrer que on a quand même beaucoup de patients dont le diagnostic est confirmé, et ça, on y reviendra tout à l'heure avec la présentation d'Amza et de Sandra. Mais il y a quand même un certain nombre de patients, environ 5%, qui ont des diagnostics indéterminés, et c'est ceux-là, bien évidemment, sur lesquels notre attention doit être portée. Euh, Autre point, c'est les nouveaux patients. Donc, on voit qu'il y a une relative stabilité, et je pense qu'il y a eu, au cours des années 2010, 2011, 2012, un rattrapage d'un certain nombre comment dire, de files actives, 5 patients. Et bon, à part l'année 2020, qui, pour des raisons que vous connaissez,
n'a pas permis un renseignement optimum et peut-être de nouveaux patients qui ne sont pas venus jusqu'au centre de référence. Bon, c'est moins intéressant, c'est la pyramide des âges. Euh, Simplement sur ce diapositive, sur insister sur le fait que ben, pas mal de ces patients sont vus en période anténatale. Sur ces 33 000, ça fait un pourcentage non négligeable. Et même si la pédiatrie est, comme le disait Vincent tout à l'heure, prédominante pour l'âge du diagnostic de ces patients, on voit aussi que chez les adultes, il y a très régulièrement de nouveaux patients qui apparaissent. Et donc, les maladies rares et les maladies rénales rares ne concernent pas que la pédiatrie. Alors, juste un petit, je pense qu'il y a une petite erreur de date de naissance. Je crois qu'il y a dans la filière un patient qui a plus de 130 ans, mais je ne suis pas sûr que ce soit la réalité. Il faudra essayer de le corriger. Euh, voilà, ici, c'était aussi des graphiques que vous pourrez voir et qui sont le mode de prise en charge entre l'hospitalisation traditionnelle, l'hôpital de jour ou la consultation. Et puis ici, pour vous donner, donc c'est Mouli Le Quintrec qui, pour elle, avait fait une demande auprès de Bamara pour essayer d'avoir une visibilité bien sûr, on a discuté de tout ça sur le partage enfant-adulte. Et là, vous pouvez voir que, en tout cas au centre de constitutif de Sorar, qui est le centre de Montpellier, on a un pourcentage de patients adultes qui est significatif et qui montre que bah, ces patients passent de l'âge pédiatrique à l'âge adulte et qu'il y a, je pense, une logique à faire ces centres enfants-adultes pour faciliter la transition de ces patients. Et toujours au niveau, là aussi, c'est pas très lisible, je vous prie d'en excuser, mais vous voyez que selon les pathologies, le partage enfant-adulte n'est pas tout à fait le même, bien évidemment, mais c'est tout à fait intéressant. Et ça, ce sont des données que vous pouvez obtenir. Et ce sont des données qui vont vous arriver, je pense, Arnaud, vous le confirmerez, de façon automatique maintenant auprès des centres de référence comme auprès des filières. Et on a demandé lors de la discussion qu'on a eue l'autre jour à ce que ça soit vraiment possible de bien lire cette différence de pathologie entre les enfants et les adultes. Et je pense que pour chaque centre, d'avoir une idée, de se rendre compte que Bamara, quand on le renseigne, nous aide aussi à avoir une visibilité sur nos cohortes et quelque chose de tout à fait intéressant. Et ensuite, mais ça, je pense que vous le développerez tout à l'heure, il y a des possibilités de mettre en place des études, mais ça, je pense qu'Arnaud, allez nous en parler et que on a tout à fait intérêt à ce que Bamara soit aussi exhaustif que possible, puisque ça peut nous aider dans la détermination de cohortes de patients sur un point précis d'études X ou Y, mais également pour savoir quel est le nombre de patients qui relèvent de telle pathologie dans tel centre de référence, voire au sein de la filière pour aider au recrutement ou à la connaissance dans le cadre de projets de recherche, en particulier de recherche pharmacologique. Donc le dernier point, mais là aussi Arnaud va en parler, et là c'est plutôt une question, c'est voilà, l'exhaustivité de ces liens entre dossiers patients informatisés et Bamara, dont on souhaite vraiment que ça puisse avancer, même si c'est déjà en place dans quelques villes importantes, hein, Lyon, la PHP et Lille, mais je ne sais pas si ça marche de façon aussi optimum qu'on le souhaiterait encore. Voilà, donc simplement, c'est quelques slides pour vous dire que aller dans le sens du fait qu'on est tous conscients que Bamara est un outil formidablement intéressant, à condition bien sûr de pouvoir le remplir, mais on peut en ressortir des aides à la fois bien évidemment pour les patients, c'est l'objectif numéro un, mais également pour le fonctionnement, pour la recherche clinique. Voilà. Donc Arnaud, merci infiniment. Je vous laisse la parole et je vous laisse prendre le contrôle de la présentation en haut de votre écran de façon à ce que vous puissiez faire défiler vos slides. Merci Arnaud. Eh ben merci beaucoup pour cette présentation et pour ces commentaires très, très encourageants et très gentils pour l'équipe, hein. C'est très apprécié. Alors, bon, je vais couvrir plusieurs sujets. C'est un petit peu, enfin, vous allez voir, j'essaie de mettre un petit peu de logique dans l'articulation entre les différents sujets et de garder surtout un temps à la fin pour qu'on puisse échanger. Alors, la première diapositive que je voulais vous montrer, c'est ce qui existe aujourd'hui. Bon, vous voyez que c'est un petit peu incomplet puisque la diapositive suivante, ce sera justement ce qui va se passer en 2022. Ce qu'on a aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous utilisaient Semara. Alors déjà, vous pouvez être un peu surpris que Semara soit plus sur cette diapositive. C'est pas pour ignorer l'importance qu'a joué ce projet au départ de la BNDMR, mais Semara maintenant a été intégralement migré
dans Bamara. Et d'ailleurs, on ne peut plus se connecter si vous essayez d'aller sur Semara, ça n'existe plus. Donc nous, on a la première étape, c'était ça, c'était cette application disponible sur Internet qui s'appelle Bamara, et je me connecte et je peux renseigner le set de données minimum maladie rare. La deuxième étape qui a été mise en service en septembre 2019 et qui, au fil de l'année 2020, s'est un peu mieux déployée sur plus de sites, de manière plus qualitative et qui va continuer de se déployer, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité avec les dossiers patients informatisés. Bon, derrière dossier patient informatisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Orbis à la PHP, ça veut dire Sillage à Lille, Axigate à Marseille, Crossway à Limoges. Voilà, ça veut dire ces logiciels que le logiciel central, je dirais, utilisé dans le soin. Donc, dans un certain nombre de ces logiciels, et c'est en place aujourd'hui à la PHP à Lyon et à Lille, vous avez un formulaire et il y a certains sites dans différents hôpitaux qui ont aussi ce formulaire qui permet de renseigner le set de données minimum maladie rare et les données nous sont envoyées sans que vous ayez rien à faire de particulier. Les données sont envoyées directement à Bamara. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de se connecter sur Internet, pas besoin d'avoir un mot de passe supplémentaire, pas besoin de renseigner le nom, le prénom du patient. Voilà, tout ça est fait aux admissions et puis vous renseignez juste le set de données minimum et c'est envoyé et intégré dans Bamara. Ce qui se passe ensuite, c'est que ces données, on retire le nom et le prénom, pour faire simple, et on envoie ça dans la BNDMR, qui est à proprement parler l'entrepôt de données de santé lui-même. Bon, derrière, du coup, c'est les mêmes données, c'est pratiquement la même base de données, à part ce tout petit changement-là. Mais par contre, il y a un énorme changement sur comment se fait l'accès à ces données. Dans Bamara, vous savez que l'accès se fait par équipe de soins. Si vous êtes à Necker, vous ne pouvez absolument pas voir ce qui se passe au CHU de Brest. Et même si vous êtes au CHU de Brest, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dans les autres équipes de soins que la vôtre, sauf à passer par un bris de glace, c'est-à-dire dire j'ai conscience que je veux regarder les données d'un patient qui n'est pas mon patient, que je n'ai pas pris en charge, mais j'ai des raisons d'aller regarder cette fiche. Par exemple, c'est le frère ou la sœur d'un patient que je prends en charge. Donc, ça, ce sont les règles d'accès de Bamara. Et pour aller dans Bamara, il n'y a pas de facilité particulière pour faire de la recherche. La BNDMR, c'est à peu près l'inverse. Les données sont quelque part très, très facilement accessibles. Enfin, elles sont accessibles, en tout cas, de manière complètement longitudinale. Par contre, pas n'importe qui, pas n'importe comment. Et il y a bien sûr un comité scientifique, un certain nombre d'étapes pour demander l'accès aux données. Et là-dessus, on est vraiment dans une philosophie où on cherche toujours à être ni une passoire, ni une forteresse. On ne veut pas être une passoire puisqu'on sait que pour un certain nombre d'entre vous, il y a pu avoir des précédents et ces données, évidemment, elles sont sensibles. On ne peut pas que n'importe qui puisse les utiliser n'importe comment. On n'a pas non plus envie de faire une forteresse puisque d'autres d'entre vous disent c'est bien gentil la BNDMR, mais c'est la mer à boire pour accéder aux données, j'ai pas de retombées. Donc, voilà. Donc, on essaie de se situer un petit peu entre les deux. Et une dernière chose que je voulais mentionner, c'est que dans Bamara, vous savez qu'il y a un petit bouton qui vous permet d'extraire un fichier Excel avec toute la liste de vos données, tout simplement. Alors sachez que c'est utilisé notamment dans l'association Vaincre la mucoviscidose, et c'est utilisé ponctuellement dans d'autres cas d'usage, mais pour justement pré-remplir, ne pas avoir besoin de ressaisir ces données-là quand on va ensuite saisir ces données dans un registre, dans une cohorte, ou on va le voir dans un ERN, par exemple. Donc vous cliquez sur votre bouton, ça sort tout le fichier Excel, et vous chargez dans votre registre, dans votre cohorte, et puis ensuite vous pouvez compléter les données complémentaires de ce registre. Voilà, ça c'est ce qui est en place aujourd'hui. En place, même si, j'insiste, pour effectivement la partie dossier patient informatisé, on a bien conscience que ça, voilà, donc, à la PHP, ils continuent de travailler pour améliorer le système, il y a un certain nombre d'établissements qui continuent de travailler à leur déploiement. En 2022, on va avoir plusieurs bouts qui vont s'ajouter. Je vais revenir un tout petit peu plus en détail, mais je vous présente tout de suite le cadre. Alors, je continue sur où j'étais. Si on va tout à fait en bas à gauche, là, il y a les ERN. Alors là, je vous donne un exemple très concret de Alain Verleuse pour le RN Ithaca. Pour son ERN, lui, l'ERN a développé justement un petit module, c'est un outil très simple qui est installé, qu'on installe sur son propre ordinateur, donc les données ne sortent pas, qui absorbe le fichier Excel de Bamara et le transforme en un fichier Excel en anglais avec ce qu'il faut et dans le bon format pour que ça rentre dans le registre d'Ithaca. C'est pas très coûteux à développer, puisque de toute façon, tout est facile à traduire en anglais, dans le set de données minimum maladie rare. Orphanet est bilingue, HPE aussi, il y a une traduction qui existe, etc. Et donc, du coup, lui, il me dit techniquement, il peut, en faisant ces clics-là, il peut charger 1000 patients, 2000 patients d'un coup, sans aucune difficulté. Maintenant, la difficulté qui reste, et c'est pour ça qu'on dit 2022, parce qu'encore une fois, techniquement, les choses sont en place. Ce qui n'est pas en place, par contre, c'est le plan réglementaire
bien sûr, vous ne pouvez pas charger comme ça des données d'un patient qui ne sait même pas que le registre de l'ARN existe. Donc, il y a différentes façons de faire. On peut demander une dérogation à l'information patient en expliquant que le patient, même s'il ne sait pas qu'il y a un registre de l'ARN, il a quand même eu l'information qu'il y avait la BNDMR, ou il savait qu'il y avait eu SEMARA, il savait déjà certaines choses. S'il a envie de s'opposer, il aura l'occasion de le dire. Et bien sûr, à ce moment-là, les données ne sont pas transmises. Mais tant qu'il ne s'oppose pas, on peut charger du coup ces données. Alors, les autres aspects. Il y a un aspect, le premier, c'est l'interaction avec Sequoia et Oragen. Donc, c'est le bloc qui est juste en dessous de Bamara. Vous voyez que c'est une double flèche, hein, c'est vraiment une interaction dans les deux sens. J'y reviendrai après, mais donc c'est créer une complète interopérabilité pour que le set de données de Bamara aille dans Spice et dans iGen, qui sont les outils d'e-prescription. Hein. Spice, l'outil d'e-prescription pour Sequoia, et iGen, l'outil d'e-prescription pour Oragen. Et que réciproquement, un compte-rendu minimaliste, standardisé, qui soit le même pour Sequoia et pour Oragen, puisse intégrer Bambara sans double saisie pour vous. Ça, c'est une première chose. C'est une chose qui sera en place en juin pour ce qui est de l'envoi des données de Bambara vers Spice Agent et en décembre pour ce qui est de l'envoi du compte-rendu de biologie moléculaire. Ça, c'est vraiment en 2022. Réciproquement, en 2022, il y a le chaînage avec les données de l'assurance maladie. Là aussi, j'y reviendrai un petit peu après. Vous savez qu'on fait ça au sein du Health Data Hub. Et donc, le Health Data Hub doit, dès janvier, hein, donc dès le mois prochain, publier une liste de bases de données inscrites à son catalogue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être inscrit au catalogue du Hub? Ça veut dire que la VNMR sera en permanence appariée aux données de l'assurance maladie. Donc, pour faire simple, ça signifie que pour les patients que vous rentrez dans la BNDMR, vous avez accès à toutes les données de remboursement de l'assurance maladie en plus et des facilités pour faire ce genre d'études. Troisième bloc que vous voyez en bas à droite, c'est l'ingestion de Bamara dans les entrepôts de données de santé hospitaliers. Alors, je mets la PHP, je mets EOP. J'avoue que je ne maîtrise pas le calendrier sur EOP. Je le maîtrise sur la PHP. Pour la PHP, c'est bien en 2022 que les données de Bamara seront dans l'entrepôt. Alors, à quoi ça sert? C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez regarder vos données, je précise, hein, c'est bien sûr pas le Bamara du monde entier, c'est que le Bamara de la PHP, bien sûr. Donc, si aujourd'hui vous dites, bah, j'ai envie de faire une étude sur l'entrepôt de données de santé en profitant des données d'imagerie qu'il contient, des données de biologie, des comptes rendus d'hospitalisation, de toutes les données très riches qu'il a. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas vraiment quels sont mes patients dans toute cette énorme base de données, ou en tout cas, quels sont les patients qui m'intéressent sur tous les sites de la PHP. Donc là, grâce au fait que Bambara sera là, vous pouvez dire, voilà, moi, m'intéressent tous ceux qui ont tel diagnostic, et pour tout cela, je veux tout leur compte rendu d'hospice, toute leur imagerie, tous leurs résultats de biologie. Et donc, ça facilitera les études de ce point de vue. Le dernier point, c'est ce sont les données de vie réelle. Donc, c'est un travail qu'on mène aujourd'hui avec la HAS. Vous savez qu'il y a de plus en plus de traitements et de dispositifs innovants qui arrivent dans les maladies rares et de plus en plus, du coup, d'appréhension sur bah, comment on va suivre en vie réelle tous ces systèmes-là qui vont bénéficier de l'accès précoce, qui vont bénéficier de l'accès compassionnel. À chaque fois, c'est toujours un petit peu les mêmes données qu'on veut, hein, quelques données assez simples sur l'efficacité, quelques données assez simples sur la sécurité. Mais donc, comment on va faire pour avoir ces éléments-là en temps et en heure voilà. Ça, c'est une problématique qu'a la HAS, qui a donc identifié Bamara comme étant une bonne piste pour répondre à cette problématique-là, et donc permettre que dans Bamara, pas du tout pour tous les patients, mais seulement pour les 100 patients en France qui bénéficient de tel traitement, et ben, ajouter, en plus du set de données minimum maladie rare, bah, quelques items sur ce traitement-là, permettant, et ces items seront convoyés directement à la HAS par sécurité. Donc, tout ça, c'est pareil, enfin, tous ces éléments-là, toutes les cibles de ce calendrier-là, c'est 2022 hein, pour tous les éléments que j'ai présentés. Alors maintenant, je vais faire des petits focus, je vais revenir sur certains trucs et je vais faire des petits focus. Premier petit focus, là, je vous parle de Bamara. Dans Bamara, il y a une case qui s'appelle le patient ne s'oppose pas à la réutilisation de ses données. Alors, vous êtes bien légitime à dire que c'est un phrasé incompréhensible et que c'est vraiment pas clair du tout, et on s'en aperçoit. Alors là, on voit quel est le pourcentage des patients pour lesquels on n'a pas coché la case. C'est-à-dire, quels sont les patients pour lesquels on a dit, a priori, le patient sans doute s'oppose. Bon, oui, il y a des sites, il y en a un certain nombre hein, de sites maladies rares où il y a même plus des trois quarts des patients qui sont réputés s'être opposés à leurs données de santé. Il y a même des sites où c'est 100%. Donc évidemment, c'est un peu n'importe quoi puisqu'on s'attend, certaines études, ou en tout cas le dire d'experts, c'est que c'est entre 1 et 1,5% des patients qui s'opposent et sans doute un peu moins dans les maladies rares. Bon, et puis alors il y a certains sites où c'est carrément 0% et c'est pas mieux non plus, puisque probablement il y a quand même des patients qui vraiment s'opposent et c'est juste que la case n'a pas été cochée non plus correctement. Et j'insiste, quand je dis elle n'a pas été cochée correctement, je vous jette surtout pas la pierre, c'est l'inverse.
je bats ma coupe. En fait, cette case, elle a été mal pensée, mal conçue au départ de Bamara. On a été beaucoup plus royaliste que le roi en se disant il faut vraiment impérativement demander, cocher la case que le patient est OK pour que ces données ressortent en recherche. Et on s'aperçoit que c'est pas nécessaire, c'est pas exigé par la réglementation, et c'est pas exigé justement parce que c'est souvent mal compris, c'est souvent inadapté aux situations. La personne qui renseigne les données n'a pas vu le patient ou ne se souvient plus à quel point le patient a eu les informations. En tant que clinicien, vous n'avez pas 5 minutes à consacrer dans votre consultation à faire toute une explication de texte sur des systèmes d'information. Donc, à la fin des fins, il faut que les patients aient l'info, mais c'est un peu trop demandé de demander à chaque fois cette case. Donc, d'où l'étude qui a été faite euh, avec la professeure Marie-France Mamzer, qui est une prof d'éthique. Pour ceux qui la connaissent, elle anime, enfin, elle est présidente du comité scientifique de l'anthropologie de santé de la PHP. En tout cas, elle est prof d'éthique et elle est l'investigatrice principale d'une étude qui maintenant, dont le recrutement est clos. On a eu 520 réponses. Certains d'entre vous certainement y ont répondu. C'était un questionnaire justement vous demandant quelles difficultés vous avez avec cette petite case-là. Et on va s'appuiera sur ce questionnaire déjà pour publier ces éléments-là, puisque c'est enfin, plutôt malheureusement un mauvais exemple, mais c'est un mauvais exemple sur lequel du coup on a un retour d'expérience à partager. Et surtout, on s'appuiera là-dessus pour solliciter la CNIL, pour leur demander comment on peut avancer maintenant pour pas que les patients qui ne sont pas du tout opposés à ce que leurs données reservent en recherche ne se retrouvent pas à apprendre qu'en fait leurs données ne sont pas réutilisées, et réciproquement que s'assurer que ceux qui veulent s'opposer, ce soit parfaitement pris en compte, parce qu'évidemment c'est leur droit le plus strict. Donc ça, c'était le premier point que je voulais mentionner, c'est sur Bamara. Ensuite, je vais aller sur la partie entre les dossiers patients informatisés et Bamara. Alors là, moi aussi, je présente des graphiques où les abscisses ne sont pas forcément très lisibles, mais pareil, en commentant, vous allez voir, c'est très, très clair ce graphique. Les barres bleues, c'est les données qui proviennent des dossiers patients informatisés, donc d'Orbis, d'Easily, de Colemara et puis de Sillage. Et les barres violettes, c'est les données saisies dans Bamara. Ce que j'appelle les données, c'est, on a pris comme proxy le nombre d'activités. Alors, ça pourrait être le nombre de patients, ça pourrait être tout un tas de trucs, mais on a pris le nombre d'activités comme proxy. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Que 30% des données de la BNDMR sont incluses par les Orbis, Easily, Sillage. Il reste 70%, ça reste par Bamara. C'est pas si décevant que cela, dans le sens où Bamara va rester utilisé dans beaucoup de sites à terme. Tous les établissements ne sont pas équipés de ce formulaire qui envoie automatiquement des données. Par contre, ça devrait continuer d'augmenter. On est passé de 15% à 30%, donc c'est déjà une forte augmentation et on espère bien continuer d'augmenter encore à mesure que ces choses vont continuer de se déployer toute l'année 2022. Ici, une diapositive que je ne commenterai pas, mais vous l'avez, comme ça vous pouvez regarder pour votre propre établissement, établissement par établissement, logiciel par logiciel, on explique où on en est avec les deux colonnes. La colonne qu'on appelle formulaire, donc formulaire, c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est ça y est, j'ai quelque chose qui apparaît dans mon logiciel qui s'appelle maladie rare ou qui s'appelle quelque chose comme ça et qui me permet de renseigner ces données. Et ensuite, il y a l'envoi de CDA. Alors derrière ce terme un peu barbare, ça vous regarde un peu moins, c'est que ensuite on envoie les données dans Bamara. Et donc le CDA, c'est un format interopérable international, c'est un standard international, mais peu importe, en tout cas, il y a ces deux étapes à mettre. Souvent, les établissements finissent la partie formulaire avant la partie envoi de données. C'est sans impact pour vous puisque les données peuvent de toute façon, sont de toute façon envoyées de manière rétroactive. Le rapport filière, je ne le commenterai pas davantage puisque Denis Morin l'a déjà évoqué. Et c'est tout à fait notre objectif, notre philosophie, de pouvoir permettre cette mise à disposition de données beaucoup plus mais en routine et évidemment des données actualisées. Pardon, juste sur la diapositive, il y a un petit engagement, je dirais, de temps, puisque on a fait donc, des ateliers avec certaines filières, dont la vôtre, pour regarder quels sont les graphiques intéressants, c'est pas intéressant. On a pris le point, par exemple, qu'il fallait bien distinguer des graphiques d'enfants et des graphiques d'adultes, et pas tout mélanger sur le même graphique. Voilà, on va distribuer une version concaténée suite à ces retours au premier trimestre 2021 et c'est d'ici à juin 2000, pardon, juin 2022 et c'est d'ici à juin 2022 qu'on mettra en place la distribution en routine. Alors, je continue de me déplacer. Là, c'est sur la partie, vous savez, interopérabilité avec Sequoia et Oragen. Donc, c'est ce qu'on appelle le SDM génomique, donc le petit bout génomique. Donc, on a fait ces réunions et comme je l'évoquais,
d'ici là, à décembre 2021, on est en train de prendre un tout petit peu de retard parce qu'il y a aussi le réseau NGS Diag qui va donner son avis, mais on boucle complètement la liste des items d'intérêt. Et puis nous, en juin 2021, vous serez sur Bamara si vous êtes prescripteur. Au lieu de vous connecter sur Spice, sur iGen, vous pourrez tout de suite transférer vos données. Alors, les diapositives suivantes sont un tout petit peu plus claires là-dessus. Ici, sur cette diapositive, ce que vous pouvez voir, on en a parfaitement conscience, c'est que quand vous avez terminé avec Bamara et que vous voulez prescrire, si vous êtes dans le nord de la France, vous arrivez sur Spice, sur Sequoia, et en fait, vous ressaisissez les mêmes données. C'est la même chose. Là, il n'y a pas de place sur la diapositive pour tout mettre, mais on a fait les mêmes exercices avec Oragen, hein, sur iGen, et on voit bien que c'est de nouveau exactement la même chose. Donc, l'idée, c'est d'éviter justement cette ressaisie à chaque fois. Donc, le cas qu'on cible, que vous voyez là, en bleu, c'est ce qui est dans Bamara. Donc, aujourd'hui, dans Bamara, il y a le set de données minimum maladie rare. Ce qu'on vous suggérera du moins, c'est le moins possible de rentrer des données dans Refilm, Sarah et Cher Confrère, qui est une troisième interface dans laquelle des données sont encore demandées et sont encore en doublon. Plutôt privilégier de bien les stocker, enfin en stocker le plus possible dans Bamara, de sorte que ce sera pour juin 2022, vous aurez un bouton sur Bamara qui dira je veux amorcer une prescription. Et si vous êtes au CHU de Montpellier, vous allez basculer automatiquement dans iGen avec toutes les données pré-remplies. Et si vous êtes au CHU de Rennes, en cliquant, vous allez basculer automatiquement dans Spice et avec les données là aussi totalement pré-remplies. Réciproquement, en décembre 2022, les données d'un compte-rendu de biologie moléculaire seront renvoyées dans Bamara. Alors, c'est pas des chaînes de texte ATCG, hein, c'est pas du tout les données moléculaires complètes. Par contre, bah, un résultat en C points, par exemple, pourra être envoyé dans Bamara pour permettre l'épidémiologie de ces maladies génétiques. Alors, je continue de circuler sur mon petit graphique du début. Là, je suis sur la partie Health Data Hub, hein, ce chaînage avec les données de l'assurance maladie. Comme je vous le disais, dès qu'on sera inscrit au catalogue et que ce sera pleinement opérationnel, donc en 2022, pour un patient pour lequel vous avez mis ces données dans Bamara de diagnostic, vous pourrez aller facilement rechercher via une étude qui doit quand même être validée par le CESRES et la CNIL, hein, mais vous aurez tout de suite accès aux données de l'assurance maladie. Alors, le graphique que je présente là, pardon, il peut paraître un peu abscon. C'est comme ça qu'on représente en informatique des bases de données. Mais retenez que les petits carrés bleus qui sont sur la gauche, c'est les données qu'il y a dans l'ABN-DMR. Donc, il y a, alors, enfin, dans l'ABN-DMR, je vous ai dit, il n'y a pas le nom et le prénom. Mais par contre, on peut les envoyer par un format sécurisé depuis Bamara. Hein, donc, on les a quand même accessibles, je dirais. Et surtout, ce qu'on a, on a le diagnostic codé en ARPANET et la prise en charge maladie rare. C'est-à-dire, dans la sécurité sociale, quand un patient se présente à Necker, ne sait pas si le patient a été vu sur le site maladie rare de Necker ou a été vu dans un autre service. Donc, là, nous, on a l'information que ça est dans votre site labellisé que le patient a été pris en charge. Réciproquement, les petits graphiques à droite en rose, ce sont les données qu'a l'assurance maladie. Donc, l'assurance maladie a très peu d'informations sur le diagnostic des patients. D'ailleurs, le codage diagnostic des prises en charge qui est fait avec la terminologie SIMLIS, il est tellement imprécis qu'on me disait encore récemment qu'il n'y a pas de diabète de type 1 en France, puisqu'en fait, c'est le diabète de type 2 qui est codé à chaque fois. Je trouve, au travers de cet exemple, on se doute bien que pour les maladies rares, c'est encore plus imprécis. Et donc, il y a, une vraie difficulté à retrouver les patients dans les données de l'assurance maladie. Par contre, il y a ensuite beaucoup d'informations extrêmement intéressantes sur les prises. Donc, il y a plusieurs études qui sont en cours actuellement, certaines impliquant des laboratoires. Je vais un peu vite parce que je réalise, je dépasse un peu le temps. Le fait que ça implique des laboratoires, je tiens à le souligner. Et c'est, je pense, important parce que quand un laboratoire décide de faire une telle étude, il y a un financement qui est attaché à cette étude. Donc, vous pouvez, un laboratoire qui dit, ben, moi, j'ai envie de faire une étude de parcours de soins complète dans telle maladie. Vous, ça peut vous intéresser sur le plan clinique. Le laboratoire, ça peut l'intéresser parce qu'il a une thérapeutique et donc il veut savoir quel est un peu le point de départ avant que son médicament soit distribué. Bah, du coup, il y a une rencontre d'intérêt, vu sur le plan scientifique. Pour le laboratoire, ça peut même être lucratif. Donc, le laboratoire peut financer l'étude. Dans le contrat, il est dit clairement que le laboratoire n'a pas son mot à dire sur le plan scientifique. Vous gardez votre totale indépendance. Par contre, vous avez 100, 200 000 euros, parfois plus, pour faire l'étude qui va aider à la saisie, à avoir une équipe à motiver une équipe de biostatistiques pour mettre quelqu'un sur l'étude.
Voilà, et le dernier point, c'était le petit canal qui allait vers la HAS. C'est justement pour les données de vie réelle, de quoi a besoin la HAS? Elle a besoin du set de données minimum maladie rare, elle a besoin du SNDS, c'est-à-dire les données de l'assurance maladie. Hein. Donc, est-ce que les patients vont souvent à l'hôpital? Est-ce que les patients vont souvent chercher leurs médicaments à la pharmacie? C'est le genre d'information qu'on a, hein. Donc on ne sait pas si le patient prend le médicament, on ne sait pas s'il le consomme vraiment, mais s'il va à la pharmacie régulièrement le chercher ou s'il se présente régulièrement à l'hôpital, c'est probablement tout de même qu'il le consomme. Et par contre, il y a un bout qui manque, et c'est ce bout qu'on va appeler SDM traitement ou cartouche traitement. Et ce bout, c'est à quelle date le traitement a été démarré, quel est le nom du traitement très exactement, et un certain nombre de choses, et qu'on va donc vous proposer à la saisie dans Bamara, mais encore une fois, uniquement quand vous avez amorcé un process d'études de données de vie réelle financé par un laboratoire, etc., etc. Voilà, pardon si j'ai été trop rapide, mais je crois que j'ai déjà dépassé. Donc, merci de votre attention et je suis à votre disposition pour toute question. Merci infiniment, merci beaucoup Arnaud pour là aussi ce panorama très complet et qui montre encore une fois tout l'intérêt de ces développements de la BNDMR et de Bamara. Donc merci infiniment. Donc il y a quelques questions. Une première question, c'est Aurélia Berthollet, donc, à Lyon, qui pose la problématique du consentement des patients à travers ce lien Bamara et les plateformes génomiques. Donc un consentement pour Bamara, mais est-ce que on pourrait étendre ce consentement ou comment par rapport à l'utilisation des données de génétique? Est-ce qu'il y a une possibilité d'interfaçage à ce niveau-là entre, encore une fois, le consentement pour le set de données minimum Oui, et le consentement pour la génétique, si je comprends bien c'est très important, c'est un point très important et sur lequel j'ai certainement été trop vite. Alors, ce que je vous ai présenté là-dessus, c'est vraiment uniquement pour que vous n'ayez pas de double saisie à faire. Par contre, vous gardez totalement la main. Il n'y a pas d'envoi de données qui vous échappe. Donc, si vous voulez, de toute façon, c'est le médecin qui dit je renseigne mes données dans Bamara, je renseigne mes données dans Sequoia, je renseigne mes données dans Oragen, et une fois que j'ai le résultat dans Oragen, est-ce que j'ai envie de le mettre dans Bamara? C'est le médecin qui décide. Bon, bah là, nous, la seule chose qu'on fait, c'est que quand le médecin a décidé qu'il voulait mettre les données d'un côté à l'autre, il n'aura plus qu'à cliquer sur un bouton, il n'y aura pas de double saisie. Par contre, vous garderez totalement la main. Ok, mais pour l'autorisation des patients comment dire, à ce que les données génétiques soient utilisables, comme quand on fait un. Est-ce qu'en termes d'autorisation, il faudra garder, si je comprends bien le message d'Aurélia, le cheminement actuel, quand on fait signer un consentement, Oui. est-ce que. Oui, pour la partie informer les patients, sur la partie, enfin, il n'y aura rien qui changera sur cet aspect réglementaire, je dirais. C'est vraiment juste un outil technique pour éviter la double saisie. Après, pour information aussi, d'un point de vue accès aux données, les données de génétique sont pas, dans le RGPD par exemple, sont pas réputées plus sensibles que tel autre. Hein. Donc, les patients, en théorie, ils ont le droit à ce qu'on appelle la limitation du traitement, c'est-à-dire ils ont le droit de dire je veux bien que mes données soient traitées dans un certain cadre, mais pas toutes. Donc je veux bien par rapport au diagnostic, mais je veux pas telle donnée de génétique. Enfin, en théorie, les patients ont ces droits-là. En pratique, c'est pas toujours facile. À un moment donné, voilà, un patient qui veut s'opposer peut s'opposer purement et simplement. Hein. Il y avait une question, merci, de Robert Nouveau, donc de Lille, et qui disait, mais est-ce que par rapport au fait d'avoir cette case à cocher et qu'on coche peut-être pas de façon adaptée, est-ce que le fait de dire simplement dans ma salle de consultation et dans mon couloir, j'ai une lettre d'information que les patients vont lire, est-ce que ça suffit? Alors, non, ça ne suffit pas. Est-ce que c'est absurde que ça ne suffit pas? Je vous laisse juge, et je dis ça pour que vous compreniez un peu quel est mon avis personnel. Ça ne suffit pas. La réglementation exige qu'il y ait une information individuelle du patient. Vous avez tout à fait le droit de rétorquer que quand c'est écrit en tout petit que les données vont intégrer l'entrepôt de données de santé de la PHP, ça n'a aucun sens de se prévaloir d'une information individuelle quand c'est écrit en tout petit au fin fond d'un livret d'accueil. À mon avis, vous êtes assez légitime avec cet argument-là, mais en tout cas, il est impératif de remettre une information individuelle au patient. Donc, chaque hôpital s'organise différemment. Dans certains hôpitaux, ils ajoutent une mention dans le livret d'accueil. Dans d'autres hôpitaux, ils impriment pour vous les feuilles et ils les mettent dans le dossier qui est remis en main propre au patient à la fin. Dans d'autres hôpitaux, c'est beaucoup plus fastidieux et beaucoup plus pénible et le clinicien se fade de l'explication de texte et c'est pas évident. Voilà. Mais en tout cas, on est obligé de passer par cette partie information individuelle. Merci. Autre question, donc c'est Émilie Cornac-Legal de Brest qui dit donc qu'ils utilisent en néphrologie pour adultes
un logiciel un outil spécifique, CINED, utilisé également par d'autres centres. C'est un outil qui donne tout à fait des renseignements importants sur les patients. Est-ce qu'on peut imaginer d'extraire ces données de cet outil spécifique utilisé par Brest et d'autres centres pour pouvoir les basculer dans Bamara Alors, avec un la format réponse Excel? courte, malheureusement, hein, c'est plutôt non. La réponse un petit peu plus longue pour expliquer pourquoi c'est comme ça, c'est que les données qui vont intégrer Bamara, il y a une seule porte d'entrée, si vous voulez, enfin, il y a deux portes d'entrée pour Bamara, je me connecte sur l'appli, où mon dossier patient informatisé envoie des données. Euh, il y a un certain nombre de raisons à ça, de contractuels, de sécurité, d'éviter des doublons de données, des incohérences de données, etc. Il y a un certain nombre de raisons sous-jacentes à ça. On a beaucoup de travaillé le sujet, mais malheureusement, on n'a pas trouvé de solution flexible, je dirais. Donc, la solution qui est possible, qui est en tout cas à envisager, et je sais qu'il y a eu des demandes en ce sens dans différents hôpitaux, c'est de dire, bah voilà, moi je suis au CHU de Brest, j'utilise tel outil. À Brest, alors par exemple à Brest, les données, puisque les données aussi sont envoyées hein, depuis le CHU non, de Rennes, pardon, de Rennes. Les données, il y a certaines données qui intègrent déjà Bamara depuis le CHU de Rennes, et tout ça vient de l'entrepôt de données de santé de Rennes, donc il me semble qu'il y a plusieurs logiciels différents qui permettent d'amender ces données. Vous pourriez, mais c'est au niveau de la DSI, si vous voulez, de chaque hôpital, que vous dites, voilà, vous, DSI, vous avez été financé pour envoyer les données à partir d'un formulaire à Bamara. Bon, bah, les formulaires, la réalité, c'est que nous, on en a déjà un qui est à peu près le même. Est-ce que vous pourriez brancher les deux? Mais c'est malheureusement hôpital par hôpital. Merci. Laurence Hédet donc s'interroge, elle, sur la problématique de la mise en ligne des résultats génétiques. Donc, il y a des discussions qui ont lieu, hein. Elle cite un groupe de travail qui, justement, réfléchit sur cette problématique des résultats génétiques sur les dossiers patients informatisés, dont on sait qu'il y a des règles, bien évidemment, comment dire, consulter ces résultats, hein. Dans chaque hôpital, on n'a bien évidemment pas le droit d'aller consulter les résultats de tel ou tel patient si on n'en a pas une raison médicale valable. Et donc, elle s'interroge sur le fait que ces résultats soient disponibles sur Bamara également pour les mêmes raisons de Hmm. confidentialité, j'imagine, et de Hmm. sécurité. Ben, je dirais, là, moi, je ferai toujours ma réponse forteresse versus passoire. Là où on n'est pas une passoire, bon, vous savez qu'il y a un certain nombre d'hôpitaux qui ont été piratés et ça peut faire peur, hein. Bon, nous, on met toutes les chances de notre côté d'un point de vue sécurité, hein. Donc, les données sont hébergées en l'occurrence à la PHP, dans le data center de la PHP, qui est certifié hébergeur de données de santé. On a des audits annuels. Sur nos bonnes pratiques de développement sécurisé. On réalise des tests d'intrusion, hein. On paye des hackers pour essayer d'entrer dans Bamara, ils n'y arrivent pas. Donc, on a un certain nombre de stratégies de sécurité. Ensuite, toutes les actions réalisées sur Bamara sont tracées. Donc, s'il y a une suspicion qu'une personne a accédé à des données et ne devrait pas y accéder, il n'y a absolument aucun problème. On fait l'analyse pour vous et on rend tout à fait public cet accès et on peut tout à fait ensuite convenir de bah, à quel point cet accès a été illégitime. Et si évidemment l'accès a été illégitime, il peut y avoir sanction. Ça, c'est au niveau de chaque hôpital de se prononcer. Ensuite, par contre, quel est l'intérêt quand même que ces données soient là? Bah, nous, ça arrive hein, que un clinicien, un chercheur INSERM, un labo pose la question, est-ce que dans Bamara, je peux savoir non pas quel patient a telle pathologie, parce que même un code orphanate, c'est déjà trop large pour moi. Moi, j'aimerais savoir quel patient a tel variant. Pas pour, à des fins malveillantes, hein, mais parce que c'est cette épidémiologie-là qui m'intéresse. Et donc, dès lors qu'on part du principe que cette épidémiologie-là est intéressante, eh bien, c'est intéressant que ces données soient là. Mais en aucun cas, elles sont disponibles aux quatre vents, hein. Merci. Donc, c'est très important, on va prendre un peu de temps hein, pour continuer la discussion. Merci encore une fois, Arnaud, de votre disponibilité. Il y a deux questions d'Aurélia d'une part et Berthollet Thomas et Dominique Chauveau qui coordonnent SORAR donc à Toulouse. Aurélia pose la question du fait que l'inclusion des patients dans les registres AirCnet euh, nécessite une signature des deux parents. Est-ce que ce document pourrait être suffisant pour Bamara, de nouveau ne pas 100% suffisant, il est absolument 100% suffisant. Ça, je vous réponds sans l'ombre d'un doute. Le problème, par contre, que j'évoquais, c'est que là, le mécanisme que je disais, hein, j'extrais mon fichier Excel et je le upload, et comme ça, j'ai mes 200 patients, hop, déjà le set de données minimum est déjà intégré. Ça, le problème, c'est que bah, justement, dans votre cohorte actuelle, il y a certains patients où vous avez fait signer un papier pour le RNR-CNET, mais il y en a d'autres
plus anciens, qui n'ont pas été revus depuis récemment, et eux, vous leur avez pas forcément fourni le papier. C'est pour eux qu'il y a un problème. Par contre, quelqu'un avec qui vous avez fourni le papier, que vous vous amusiez à ressaisir les données une par une ou que vous profitiez d'une petite manivelle qu'il fait pour vous, ça ne change rien réglementairement. Donc, Dominique Chauveau pose la question par rapport à ce que vous venez d'évoquer et ce que vous avez présenté tout à l'heure. Donc, c'est ce cas, est-ce qu'on pourrait généraliser et quand généraliser ce lien entre les données Bambara et ERCnet, quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui pourra se développer, à votre avis, facilement? Alors, le RNRCnet, je ne sais pas exactement où en est le registre de cette ERN. Donc, c'est à voir en fait avec ce registre, leur dire est-ce que vous acceptez d'ingérer des fichiers Excel? Si oui, techniquement, ça peut aller, c'est une affaire de vraiment quelques mois, grand maximum, ça peut aller très vite, techniquement. Après, je vous dis, il y a cet embêtement réglementaire où il faut peut-être demander une dérogation à l'information patient. Voilà. Très bien. Moi, j'avais juste une question aussi. Comme tout à l'heure, Arnaud, vous avez dit, attention, bon, l'objectif, c'est de limiter, bien sûr, la saisie des données et qu'on pourra saisir dans Bambara en lien avec les plateformes. Et donc, ne saisissez pas trop dans Rofim. Et dans les autres, oui, mais il y a quand même un passage obligé dans Rofim pour les RCP. Donc, c'est pour ça que cette saisie limitée, j'allais dire, risque de compliquer le travail des RCP, ou bien est-ce que ces RCP pourront s'appuyer sur Bambara? Alors, sans aucun doute, et pardon, là aussi, j'ai certainement dit les choses un peu vite, mais puisque bon, on a peu de temps, j'essaie d'être très, très, très synthétique, mais certainement trop. Bon, déjà, il y a des choses, il y a des données qui peut-être sont utiles pour la RCP, mais ne seront pas utiles pour la suite, pour le travail du biologiste, ou voilà. Bon, dans ce cas, ce qu'il y a, c'est il y a la possibilité il y a certains usages des outils de RCP qui sont des usages purement de visioconférence. Vous savez d'ailleurs que la plupart des outils derrière, c'est un Teams ou un Zoom, c'est aussi simple que ça. Donc, ces outils faire une visioconférence et partager son écran, c'est peut-être le moins coûteux plutôt que de renseigner des données. Moi, mon message, c'était que c'était plutôt un message pour dire que malheureusement, nous, interconnecter tous les outils, on n'y arrivera pas. Il faut être lucide, on n'y arrivera pas. Donc déjà, on travaille avec Sequoia et Oragen. Là, on va y arriver. Mais déjà, c'est un long chemin et voilà. On n'arrivera pas en plus s'il y a les trois outils de RCP. Donc c'est pour ça que nous, on privilégie déjà de parler ensemble tous les trois. Et donc, moi, je vous encourage plutôt à vous dire ma golden source, mes données qui sont celles que j'ai envie d'avoir les plus à jour, il faut qu'elles soient faut qu'elles aillent qu'elles soient côté épidémiologie et qu'elles soient côté laboratoire. Je comprends. Merci infiniment. On va essayer. Merci infiniment, Arnaud, hein. C'est vraiment intéressant et je pense que j'espère que vous avez pu montrer, enfin, je suis sûr, et que toute l'utilité que ça peut avoir, même s'il y a encore du chemin à faire, même s'il y a encore cette problématique de renseigner. Et je ne citerai pas, mais je partage complètement l'avis d'Amélie Ricvert qui disait, oui, à Rennes, on a des XCAR et pour l'instant, des XCAR, des ALUS, ils font pas grand-chose et on expérimente aussi à Montpellier. Visiblement, c'est pas un sujet qui les intéresse. Mais je ne sais pas comment on peut les intéresser. Ça